Revenons à la définition du leader. Généralement, on conçoit un leader comme une personne en position d'autorité et qui est responsable des résultats de ceux qui sont placés sous sa direction. On pense que le rôle du leader est de diriger. Un leader n'est pas déterminé par sa position. Beaucoup de personnes ont une position hiérarchique élevée, mais n'ont aucune autorité et n'ont aucune influence sur leurs collaborateurs. La position hiérarchique n'a rien à voir avec le leadership. Je crois qu'il faut que ce soit clair. Prenons l'image de l'iceberg. Une petite partie au-dessus de l'eau, une grande partie au-dessous de l'eau. C'est pareil pour le leader. Le visible et l'invisible. Au-dessus de l'eau, ce sont les compétences de leader, ce qu'il fait. Sous l'eau, c'est le tempérament du leader, ce qu'il est. Ce qui fait un leader, c'est à la fois le tempérament et les compétences. Une des priorités de leader est de s'assurer que l'équipe sait où elle va. Je crois que c'est important. Où allons-nous? Visualiser l'avenir et le communiquer constitue une part considérable du rôle du leader. L'état mental des leaders, la tête à la fois dans les nuages et dans les dossiers. Il faut, dans le ponctuel, apporter les solutions, mais aussi se projeter dans l'avenir. La vision, avoir la tête dans ces nuages, dans les nuages, c'est définir la vision, les orientations, les objectifs, les buts, les valeurs. Il s'agit de votre vision de l'avenir, l'équipe et vous. Cette vision doit être irrésistible, elle doit susciter la passion. La passion pour l'atteinte de l'objectif doit être tellement forte qu'elle doit pouvoir se communiquer aux autres membres de l'équipe. Engager recouvre un deuxième aspect, le niveau d'adhésion des personnes à l'objectif, à leur travail, à leur leader. En plus des bras, il faut engager la tête et le cœur. Les meilleurs leaders investissent dans le développement personnel de leurs collaborateurs, suscitent le désir d'apprendre, de se perfectionner, donnent des entraînements spécifiques, créent des opportunités de progrès personnel, fournissent des informations nécessaires, jouent le rôle de mentor. Qu'est-ce qu'un mentor? C'est une personne capable de faire le diagnostic du problème de disciple, capable de dire comment traiter cette opportunité. Les meilleurs leaders se réinventent sans cesse. Ça aussi, c'est une faculté importante. Se réinventer sur le plan personnel, les meilleurs leaders sont à l'affût de nouvelles connaissances, de nouveaux savoir-faire. Ils n'arrêtent jamais d'apprendre. Certains lisent, d'autres écoutent les conférences, d'autres prennent du temps avec un mentor. Si tu cesses d'apprendre, tu cesses d'être un leader. Apprendre sans cesse pour guider les autres par l'exemple, pour faire face aux changements constants de notre monde, pour s'adapter et supporter la concurrence, pour cultiver les talents qui nous ont été donnés. Améliorer en permanence, comment pouvons-nous faire mieux ce travail? Comment pouvons-nous le faire avec moins d'erreurs? Comment pouvons-nous le faire plus vite? Comment pouvons-nous le faire pour moins cher? Je crois que là aussi, c'est des domaines dits simplement comme tels, mais c'est toute la dynamique de compétitivité d'une entreprise. Les leaders doivent motiver, le leader doit motiver ses collaborateurs à améliorer leur travail au quotidien. Les meilleurs leaders s'intéressent à la vie privée de leurs collaborateurs. Je crois on en a parlé tout à l'heure. Ce qu'ils aiment faire à leur temps libre, leur but personnel, leur histoire. Les meilleurs leaders passent de patron à collègues et amis. Les meilleurs leaders aident leurs collaborateurs dans ce qu'ils veulent être, un beau père, faire, sauter en parachute, avoir un meilleur équilibre famille-travail, aider les sans-abri. Le leader doit investir dans la vie de ses collaborateurs. Tu dois gagner la confiance de tes collaborateurs, je crois que ça aussi c'est fondamental. Une façon de faire naître la confiance, c'est vivre en cohérence avec les valeurs que l'on professe. Si tu n'incarnes pas tes valeurs, tu affaiblis considérablement ton propre leadership. Je crois que ça, c'est des choses qui se conçoivent très bien. Comment pouvez-vous intégrer les valeurs de votre organisation dans la façon dont votre équipe travaille? De quelle façon vous transmettre ces valeurs à tous? Le leadership. Ces visages, évidemment.
campe un leadership, mais c'est des leaderships différents. Tout à l'heure, justement, ce dont on parlait, Serigne, le style de leader. Quel type de leader? Macky Sall, leading people. Il est là, c'est lui, donc le patron pour le moment. Qui était Haj Abdou Aziz, influencing people. Ku ko wax, Seigne Abdou. Les gens adhèrent. On n'écoute pas le discours. C'est l'origine du discours qui fait la crédibilité du discours. Ce que disait l'autre tout à l'heure, commanding people. Là, c'est le général. Seigne Touba, guiding people. Bu ngeen ma toppee ëllëg am jaara. Donc, en fait, c'est des styles de leadership qui sont là. Il est important que, justement, ça fait partie de ce qui commande la réussite. Qu'est-ce que le leadership? Les leaders, les dirigeants sont des personnes qui établissent une direction à suivre par un groupe de personnes qui obtiennent l'engagement du groupe à soutenir cette direction et qui ensuite encouragent les membres à concrétiser la réalisation. Il n'est pas possible pour une personne à elle seule d'accomplir cette action. Le leadership, la direction est la force qui mobilise les actions et les efforts des autres pour atteindre les objectifs communs. Les leaders efficaces sont capables de communiquer. Wax ñu dégg la, wax ñu nangul la li nga wax. Motiver, il faut que les gens soient motivés, il faut qu'ils se sentent concernés. Une dynamique du groupe, créer des équipes, résoudre les problèmes, résoudre les conflits, gérer des changements, promouvoir la créativité. Je passe sur toutes ces choses-là rapidement, mais je reviendrai dans le détail dans la suite. Les leaders qui réussissent, remise en cause du processus, inspiration d'une perspective partagée, donner aux autres la possibilité d'agir, comportement montrant l'exemple, encouragement du cœur. Faire face aux obstacles et surmonter, ne jamais craindre l'échec. Mandela est l'exemple. L'instinct de vengeance, il aurait pu. Mais il a cru pendant plusieurs années qu'il y arriverait. Et venu le moment justement de sa libération, il aurait pu, comme tout être humain, eh bien, succomber à la tentation de la vengeance. Il ne l'a pas fait. Donc, faire face aux obstacles et les surmonter et ne jamais craindre l'échec. Martin Luther King, rendre le futur visible et possible. Donc, le leadership, c'est en fait rendre l'impossible possible. Et c'est le fait d'y croire et d'aller dans ce sens et d'œuvrer dans ce sens qui fait qu'on y arrive. J'imagine qu'à une époque la direction était synonyme de force, elle s'imposait. On parlait de directeur du personnel. Aujourd'hui, elle est synonyme d'entente avec les autres, on parle de gestion des ressources humaines. Donner aussi la possibilité aux autres d'agir, l'arbre à palabre. Là, mais tout le monde a le droit de s'exprimer et de donner son point de vue. Comportement montrant l'exemple, c'est Gandhi. Gandhi, quand même, était avocat. Il avait son costume 3 pièces, son top hat. Il a tout laissé tomber. Donc, pour donner l'exemple de l'Indien qui devait œuvrer pour donc le développement de son pays. Toute la réussite industrielle de l'Inde, c'est autour de ça. N'achetons pas de technologie qu'on ne peut pas dominer nous-mêmes. Les véhicules Tata. Tata avait acheté une licence Mercedes. Aujourd'hui, Tata est en train d'exporter des véhicules. Donc, ce qui veut dire que si nous continuons à porter le top hat et le drap anglais, nous serons toujours dépendants des Anglais. Si nous faisons le sari, eh bien, c'est nous qui allons faire. Donc, vous aviez des dames qui filaient, vous aviez des dames qui étaient là pour tisser. Progressivement, nous sommes en train de rompre les liens de la dépendance. Et c'est là que vous êtes interpellés. Vos générations, eh bien, aujourd'hui, vous consommez les ordinateurs des autres. Et pourtant, vous avez été aux mêmes écoles qu'eux. C'est le défi de l'invention. La main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit.
Et c'est la mission de vos générations que de rompre justement la distance donc de domination. Et dans l'expression industrielle, dans l'expression de l'activité d'entreprise, vous avez aujourd'hui des jeunes gens, des jeunes Sénégalais qui, à travers le monde, ont des réussites brillantes, créent des produits, ceci et cela. Donc je crois que vous devez vous inscrire dans cette dynamique-là. Si l'avenir du monde, c'est l'Afrique, vous devez être parmi les acteurs. Et dans toutes les nouvelles technologies, vous devez être présent et avoir des ambitions. Je crois que ça, c'est quelque chose de fondamental. L'univers de la créativité est un univers, justement, de réduction de la dépendance. Les réflexions sur la direction, les responsables exceptionnels font appel au cœur des gens et non pas à leur intellect. Je crois que c'est fondamental. Parfois, vous touchez dans leur sensibilité. Mère Teresa, encouragement du cœur. Continuez lorsque les circonstances sont difficiles, renforcez pour motiver. Bon, là, c'est donc... Alors, il me faut aller à la créativité. Oui, allez-y. Mais où est mon deuxième micro là? Ah bon, d'accord. Je me suis rendu compte que vous avez rangé le leadership dans un cadre de, comment dirais, de tendresse. C'est comme si le leader ne doit jamais pas... Je dis, il y a même des circonstances où, quand on est en situation de crise, le leader doit être celui qui ne partage pas la décision. J'ai dit, dans certaines circonstances, le leadership ne peut être qu'un leader d'autorité. Mais je ne m'en suis pas arrêté là. Je dis aussi, on peut avoir un leadership d'adhésion. C'est un style de management. Je n'ai pas dit qu'il faut aller dans ce sens. Il y a des leaders qui sont faits d'autorité. Il y a des leaderships qui sont faits de conciliation et ceci. Même dans les familles. waxtaan ak sa njaboot ba ngeen déggoo. ak fii sama kër ku fi def lool da ngay génn. soo ñëwee sa ñaari doom biir nga génne leen génne seen yaay daa xam ne loolu réglewul problème bi. Donc à la limite, je crois qu'il faut quand même qu'on relativise la relation de leadership par rapport aux résultats qu'on obtient. Mais dans certains cas, évidemment, dans des situations de crise, oui. Mais dans certains cas, il vaut mieux dialoguer, il vaut mieux discuter, il vaut mieux toucher les gens dans leur sensibilité que de vouloir leur imposer quelque chose. Il arrivera un moment où vous diront, on ne le fait pas. Oui. Juste appuyer ce que vous avez dit par rapport à mon expérience professionnelle. Parce que j'ai eu à rencontrer deux sortes de leaders. Le premier, c'est là où je faisais mon stage. Le directeur et l'administrateur, ils étaient tous dans leur bureau. Mais l'administrateur, il est quelqu'un de tellement simple que tout le monde peut entrer dans son bureau comme il veut pour discuter. Bon, le personnel n'avait pas peur de lui, en fait, comme on a tendance à le dire. Il y avait une hiérarchie, il y avait... les employés étaient dans une condition de travail très agréable. Et contrairement à mon directeur, là où je travaillais, il y a un an de cela, parfois même, pour lui donner un rapport, pour lui expliquer le travail que tu as fait, si tu le trouves dans de mauvaises humeurs, attends-toi à ce qu'il te crie dessus. Il va te parler n'importe comment. Alors juste pour dire que parfois, si tu es un leader, si tu es directeur d'entreprise, bon, tu n'as pas besoin de crier ou bien d'insulter tes collaborateurs. Ce que tu dois faire, c'est créer, avoir une entreprise qui est animée, ce qui va motiver les employés à te donner le résultat dont tu t'attends. Mais par contre, faut pas aussi sous-estimer tes employés. Dire que peut-être celui-là, ce n'est qu'un simple gardien. Il n'a pas son mot à dire dans son entreprise. Tu ne sais pas, là où quelqu'un peut résoudre un problème, vraiment, qui peut causer la chute de ton entreprise, et tu ne peux pas t'en rendre compte, tu ne sais pas.
Alors, il est très important aussi d'avoir un sens de l'écoute et d'être humble aussi. L'humilité, c'est quelque chose de très, très important dans le leadership. Savoir écouter toute personne qui vient te parler, peu importe ce qu'il veut te dire, même si c'est pour te proposer quelque chose par rapport à l'entreprise. Écoute-le et fais un diagnostic. Essaie de réfléchir par rapport à ce conseil qu'il t'a donné. Qu'est-ce que ça peut apporter dans ton entreprise? Merci, c'est ce que j'avais à ajouter. Moi, je crois que c'est évidemment un avis très pertinent. Mais je veux dire, avoir des chances d'être suivi, c'est plutôt convaincre les gens, obtenir leur adhésion. Mais si vous imposez, il y a des entreprises où la relation elle est exécrable. Hein. On arrive à des résultats. Mais je veux dire que aussi les résultats durables, on les obtient quand les gens adhèrent. Allez-y, Sri. Oui, bonjour. Juste pour apporter une contribution par rapport à l'esprit de leadership. Je parle en tant que professionnel, quelqu'un qui avait sous sa tutelle un personnel assez grandiose, quoi. Donc, l'état d'esprit du leadership dépend des contextes. Parce que parfois, il faut être rigoureux par rapport aux gens sous sa tutelle. Parfois, il faut être souple. Donc, suivant les circonstances, voilà, il y a quand même un leadership de circonstances. Suivant les circonstances. C'est bien d'être ouvert avec le personnel, c'est bien de les écouter, de les motiver. Parce que quand quelqu'un est motivé, tu gagnes beaucoup plus sur lui que s'il n'est pas motivé. Donc le côté social, tout ça, il faut tenir compte de ça. Comme vous avez dit tout à l'heure, de s'intéresser à la vie privée des gens. Donc il faut savoir apprendre leur situation, donc pour pouvoir communiquer avec eux, être souple parfois avec eux, mais parfois aussi ça demande que tu sois un peu rigoureux par rapport aux gens, sinon ils vont se laisser donc, et pas faire le travail qui leur est demandé de manière parfaite, quoi. Donc ça ne dépend que des contextes. Je crois que ce débat est ouvert. Demain on va le poursuivre. Si vous le permettez, on va quand même parler de créativité. C'est quelque chose de fondamental. Comment on arrive à l'idée nouvelle? De l'idée nouvelle, comment on en fait un produit ou un service d'innovation? Je crois que ça, c'est quelque chose de fondamental. Vous êtes venus avec des idées premières. Les idées premières, comme dit l'autre, on les concasse pour en faire l'idée qui permet de gagner de l'argent. Donc la créativité, qu'est-ce que c'est? Alors, on nous dit que c'est l'aptitude à créer grâce à l'imagination. A priori, on dit que ça, certains l'ont, d'autres ne l'ont pas. C'est un don inné. Mais tel n'est pas l'avis, justement, de la démarche qu'on va adopter. Si moi, je veux vous faire comprendre qu'on peut améliorer une créativité, ça veut dire que à partir de la base qu'on a, de ce don inné, est-ce qu'il est possible de l'améliorer? Je vous dis oui, il est possible de l'améliorer. Il y a des techniques de créativité, je vous donnerai l'exemple de quelques-unes, et puis les autres, évidemment, vous aurez la curiosité de les visiter. Alors, quand on parle créativité, imagination, il y a d'abord ce qu'on appelle les freins à l'imagination, les freins à la créativité, qu'est-ce qui nous empêche de créer? Et les freins à la créativité, c'est Alexandre Dumas qui disait « Comment se fait-il que les enfants soient si intelligents et les adultes si bêtes ?» s'interrogeait Alexandre Dumas. Il a dû se passer quelque chose entre les deux, l'éducation. Hein? C'est l'éducation. Donc en fait, c'est comme si l'école ou la famille, parce que l'éducation, c'est la famille qui la donne. L'instruction, c'est l'école. C'est comme si l'éducation était en train donc de réduire la capacité d'intelligence et d'imagination de l'enfant. Arrêtons-nous un moment. Comment est-ce que nous éduquons nos enfants? Un enfant ne doit pas être trop curieux. Tu poses trop de questions. Tu parles trop.
Tu écoutes la conversation des adultes. Est-ce que cela est compatible avec ce qu'aujourd'hui le monde exige, qui est une capacité d'observation, une capacité d'écoute et une capacité de réaction? Si vous n'êtes pas convaincu, jouez au play-foot avec votre enfant. Il a une capacité de saisine de la situation, une capacité d'écoute, une capacité de réaction qu'il va vous malmener. C'est ce que sa génération existe. Et pourtant, nous sommes en train de lui dire, sois moins curieux. Alors que l'univers de la créativité, c'est un univers de la curiosité. Moi, je vous l'ai dit, je suis originaire de Saint-Louis. J'avais une sœur à mon père qui avait dans la ville la réputation d'être une bonne éducatrice. Les jeunes filles, à partir de 2 ans, venaient là jusqu'à 5 ans. Et elle leur donnait, c'était l'école des belles manières, l'école de la bonne éducation. Et quand des jeunes filles arrivaient pour la première fois, elle les installait dans une chambre qui était juste là, à l'entrée de la maison. Et puis le soir, elle les appelait une à une. Mais, ku fi ñëw tey lu mu soloon ku mu doon seet ku mu doon waxal lu ñu wax Mbayang qui se croit invité à une école de l'intelligence et de la dextérité tante diw moo fi ñëwoon nee na kii na ko andil bool bi ah demal toog fële. Elle avait droit à une correction exemplaire. Xaleel du xool mag xaleel du déglu waxtaanu mag. Donc à la limite ce modèle d'éducation est en train de tuer chez l'enfant, chez la jeune fille, cette capacité à observer, cette capacité à écouter, cette capacité à comprendre. Et souvent, les enfants posent des questions telles que, je me souviens, j'étais avec un de mes petits-neveux, il me dit, mais toi tu me dis que l'électricité, tu as vu là le poteau là? Je dis oui. Qu'est-ce que c'est? C'est un poteau d'électricité, n'est-ce pas? Oui. Je dis oui, c'est un courant 380 volts. Il ne faut pas y toucher si tu y touches. Il me dit, mais tu n'as pas vu l'oiseau qui est dessus? Pourquoi ça ne le prend pas, toi? Hein? C'est un être humain, non? C'est un être vivant, non? Je dis, bon, écoute, on verra. Je n'étais pas capable de répondre à la question. Donc, à la limite, il y a une école, une invite à la curiosité qui n'est pas le système d'éducation que nous avons choisi. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Alors, si l'école en plus doit venir, maintenant, le peu de créativité qui reste, on doit le tuer. Hein? Vous imaginez ce que c'est? Oui, allez-y, Sankar. Comment? Ah, le micro, excusez-moi. Allez-y. La question que l'enfant vous avait posée, pourquoi l'oiseau n'a pas l'électricité ne lui fait rien. Ne lui fait pas mal, parce que je pense que l'oiseau était au même niveau de potentiel que là où il s'est tenu. C'est possible. On avait plutôt parlé d'isolant, je ne sais pas. Oui, oui. Hein? Hein? Et je vous donne le micro. Vous dites? En fait, il n'est pas à terre, il n'est pas relié à la terre. Voilà, donc quand vous regardez un peu les lignes même haute tension en Europe, des fois ils font la maintenance sans couper le courant et ils utilisent même des hélicoptères. Voilà. Donc c'est ça qui fait que voilà, il y a... Ok, donc mon petit-neveu avait le droit d'être curieux et il m'avait posé une question d'une grande hauteur scientifique. Hein? Alors, donc, si on fait ce constat, on continue. C'est Bob Marley qui nous dit « Je n'ai pas d'éducation, j'ai l'inspiration. Si j'avais fait des études, je serais un imbécile. » Bob Marley a fait quand même des choses prodigieuses. Il dit « Ce qui m'a permis d'y arriver, c'est parce que j'ai tourné le dos à l'éducation. »
crois qu'il est fondamental à ce niveau-là qu'on se pose la question de l'éducation. Parce qu'à la limite, ce qu'on est en train de faire là, est-ce que c'est la meilleure façon de faire pour aller en entrepreneuriat? Dans beaucoup de pays, on se pose des questions. Je viens d'un pays d'Afrique où quand on a proposé le modèle, le président a demandé à nous voir. Il dit, bon, monsieur, vous dites que vous avez tel et tel et tel objectif. La première cohorte, je vous l'amène dans 3 mois. On revient, il a mis tout le monde au service militaire, les jeunes filles comme les jeunes gens. Il dit, mais l'école à laquelle vous les invitez là, c'est un principe de rigueur, d'organisation. Pendant 3 mois, ils vont avoir leur permis de conduire. Ils sauront conduire des tracteurs. Ils iront dans des champs. Ils iront dans une ferme d'exploitation. Vous voulez les préparer à des métiers? Je vais vous les préparer. Mais je vais en faire des modèles de discipline. C'est une expérience qu'on commence. Elle a ses chances de. Est-ce que la façon de faire aujourd'hui, c'est la bonne façon? Je connais une autre expérience. Stanford University nous fait faire donc des programmes d'insertion à l'entrepreneuriat, mais on n'a pas ce modèle d'insertion classique, c'est un modèle diagnostic, action, formation. Pour eux, l'entrepreneuriat, ce n'est pas une démarche de projet, c'est une démarche qui est fondée sur la personne. C'est un personnage, une personnalité qu'on diagnostique, on regarde ses forces, ses faiblesses et on l'installe dans une dynamique de compétences. Marketing, finance et tout ça, c'est des moyens d'action. Mais ce qu'on veut transformer, c'est la personne. Initiative, sens de l'opportunité, écoute, qualité, persévérance. Vous avez plusieurs modèles. Mais dans chaque univers, on choisit ses modèles. Ici, le modèle, il combine quand même 2 préoccupations. Il a une préoccupation de diplomation. Vous devez recevoir un ensemble d'enseignements dans des curricula précis. Mais nous devons aussi vous transformer en acteur. Donc là aussi, c'est un autre choix. Oui, allez-y, donnez-lui le micro. Vous appelez comment? Omar Ndiaye, allez-y. Bonjour. Oui, au fait, j'ai une fois lu quelque part, donc, par rapport à l'éducation, on parlait d'une nouvelle forme d'éducation. Donc c'est aux États-Unis, où les enfants sont mis dans des salles, mais c'est à petite échelle. Et à chaque enfant, suivant le programme, on va essayer de déterminer quelles sont vos qualités premières, si on peut le dire comme ça. Donc, et à travers cela, l'enseignant va classer les élèves. Donc, suivant le domaine de compétences, on va dire par exemple, cet élève-là, elle est bonne en communication, et on va le ranger par exemple dans les outils de marketing. Et les autres qui sont plus ou moins techniques, on va les ranger. Mais je me demande, est-ce que ce modèle d'éducation, quand bien même efficace, est-ce que c'est possible de le faire à grande échelle? D'abord, il faut en avoir les moyens, certainement. Donc vous dites, on constitue de petites équipes. Les États-Unis ont décidé aussi d'investir dans la formation des génies, détecter le génie très tôt. Ce qui se passe dans nos écoles, moi je me suis occupé de décrocher scolaire. Quand l'enfant est trop intelligent, qu'il avance plus vite que les autres, si vous le mettez dans une classe classique, il a tendance à s'éloigner, il a vite compris. Quand les autres sont en train, lui, il vogue à autre chose, il perturbe, il ceci ou cela. En général, ici on les casse et on en fait un cancre. Là-bas, on détecte des génies. Mais l'Amérique aussi sait que le modèle français qui surcharge, qui apprend l'histoire, la géographie, le ceci et cela, et qui considère qu'il faut avoir une base jusqu'en terminale,
avant d'aller maintenant vers la spécialisation, ça fabrique des hommes aussi. Un homme cultivé qui sait s'exprimer dans toutes les situations, c'est quelque chose de faramineux. Donc c'est pour dire que les modèles éducatifs diffèrent, font des choix philosophiques. Quel est le meilleur? Je me garderai bien de dire quel est le meilleur. Mais ce qui est sûr, c'est que il y a des choix, quand on les opère, je crois que nous pouvons difficilement, en tout cas dans nos univers, ramener nos choix à des choix de cette nature-là. Parce que l'enfant qu'on spécialise dès le jeune âge, il y a quand même un ensemble de choses, une dimension de construction de l'homme qui va lui échapper. Vous savez, je vous disais tout à l'heure, moi j'ai été quand même à l'école coloniale. Mais l'école coloniale a ceci de faramineux. C'est que quand nous débarquions en France, pour qu'on nous amène faire les concours des grandes écoles, nous, avant de partir d'ici, on connaissait toutes les régions de France. On nous l'avait appris. Le métro parisien, on connaissait toutes les stations et leur histoire. Donc, figurez-vous que vous avez devant vous des Français qui ne savent même pas mettre l'Afrique sur une carte, qui vont vous poser la question de savoir est-ce que votre habitation est à côté d'une forêt où il y a des lions, est-ce que vous élevez des éléphants? Bon. Mais le privilège d'être colonisé ou le malheur d'être colonisé, c'est aussi une richesse. C'est-à-dire que vous découvrez que vous savez des choses, c'est-à-dire que vous êtes dans un univers sénégalais. Vous allez en France, vous devez vous mettre à table. Vous savez tenir une fourchette, un couteau. Parfois même, certains d'entre nous sont cultivés pour savoir connaître la France à 400 fromages. Quelqu'un de cultivé, il connaît les fromages, il connaît les bons vins. Mais c'est une dimension culturelle qu'est de pouvoir passer d'un univers à l'autre et chaque fois d'avoir le comportement qu'il faut. Cheikh Hamidou Kane disait, ce qu'ils apprennent vaut-il ce qu'ils oublient? Je ne suis pas un pays des dialobés face à l'Europe différente, je suis les deux à la fois, je suis un métis culturel. Donc à la limite, cette dimension d'éducation, c'est une dimension qui va toujours nous interpeller. Quelle est la bonne? Ma génération, on arrivait dans les années 70, sortait des universités classiques. Bon, l'Amérique était le modèle du master. Il n'est pas évident que le modèle soit meilleur. Par contre, ce que l'université américaine apporte, c'est un état d'esprit, c'est une lecture du monde. Parfois même, ce n'est pas l'université, c'est le way of life, comme disent l'Amérique. Moi, c'était quoi, 76. Je débarque à New York, je devais aller à San Diego. J'avais quitté Paris, il était 13h. J'arrive à New York, donc George Kennedy, et puis il n'est que 18h. J'avais volé 8 heures de temps. J'ai découvert d'abord les décalages horaires. J'avais quitté Paris. 13h, j'avais volé, je ne sais plus, 10 heures de temps. J'arrive à New York, il est 18h. Et puis, je dois changer d'aéroport. Le bon nègre que je suis ne savait pas que dans une même ville, il pouvait y avoir 2 aéroports. On me dit, vous devez aller à La Guardia. Alors, je sors, on me dit, ce bus-là, c'est un bus. Il tourne. Quand vous allez arriver à la station de taxi qui doit vous amener à La Guardia, vous descendez là-bas, vous prenez votre taxi. Vous avez 2 heures de temps, vous avez largement le temps. J'entre dans le bus, je dis au monsieur que je vais à La Guardia. Sit down, je m'assois. Puis, le bus tourne. À un certain moment, je me dis, mais ici, là, je suis passé 2 fois. Je vais le voir, je lui dis, mais je descends à La Guardia. Il me dit, mais c'est votre affaire. On est passé devant 4 fois. Il me dit, bon, je prends ma valise, je lui dis, je viens, je me mets là. Il me dit, that's the station. Je descends. Et puis, il y a une station de taxi. Il y a des taxis. Le premier taxi, c'était un blanc.
Et puis je vois de l'autre côté un noir américain. Hey man, who are you? You from Africa? Come on my brother. Je dis, ah ça, je ne vais pas prendre le taxi du blanc, je vais prendre le taxi du noir. J'entre dans le taxi, et puis je vais à LaGuardia, mon avion c'est dans 1 heure. Il me dit, mais vous n'avez aucune chance d'y arriver. Je dis, mais qu'est-ce que je fais? It's your problem, it's not my problem. J'imaginais le chauffeur de taxi à qui je dis à Dakar, je vais à l'aéroport, je risque d'être en retard, qui me dit, sois yégal, c'est une touba boul morom. Lui me dit, that could be my problem, if you give me a good tip. Je dis, quoi, ce monstre-là? Le noir américain que je préférais parce que je pensais qu'il était proche de moi, il me dit, il peut être intéressé si je lui donne des dollars. Je lui dis, how much? Il me dit, $10. À l'époque, je crois que le dollar valait 300 francs. Je dis, pour 3000 francs, celui-là, aucun humanisme, aucune humanité. Je dis, ok. Et tout de suite, je le vois se transformer en trombe, il balaye tout, tourne chose. Et au bout de 25 minutes, je suis là. Et quand j'arrive, il me dit, bon, écoutez, quand même, le résultat, il est faramine. $10, je crois que je me suis trompé, il faut donner $15. Donc moi, j'étais dans une relation affective. C'est un noir. Lui, il est dans une relation d'intérêt. Donc l'Amérique me donnait ma première leçon. L'Amérique était en train de me dire, pour que je sois intéressé, il faut que je gagne quelque chose. Vous voyez donc, qu'est-ce qui peut être un handicap pour un Africain? Parce que la solidarité, qui est une règle première chez nous, la solidarité est l'antinomie du marché. Le marché, il faut satisfaire un besoin moyennant quelque chose. Ici, nous nous dévouons pour la communauté. Bon, je pense que l'Amérique m'a donné des enseignements de ce genre-là. Quand quelque temps après, je suis venu, 1 mois après, je suis venu à New York, je me vois pavaner, regarder les magasins. Et puis quand je me retourne, je vois tout le monde est en train de courir. Hey man, hey! Tout le monde vous bouscule. Mais l'Amérique va vous donner le modèle aussi du temps qui est précieux. Personne n'a le temps de se pavaner. Personne n'a le temps de... L'Amérique va vous donner une règle d'intéressement à l'argent tel que vous êtes surpris. Vous entrez dans un magasin d'un juif, dans n'importe quelle rue de New York, vous êtes le roi si vous avez des dollars. Si vous n'avez pas d'argent, il ne vous connaît pas. Donc je crois qu'il y a là, dans les modèles d'éducation, des choses qu'on devrait, peut-être lesquelles on doit réfléchir nécessairement pour savoir. Mais je ne connais pas le bon modèle. Je préfère partager avec vous pour qu'on sache quand même que bon, le modèle que nous avons n'est pas si mauvais que ça aussi. L'éducation, c'est la famille qui donne, qui la donne. L'instruction, c'est l'État qui la doit. L'exemple, le meilleur moyen de convaincre, c'est le seul. Hein? L'exemple est le meilleur moyen de convaincre. Non, l'exemple n'est pas le meilleur moyen de convaincre, c'est le seul. Non, d'accord. C'est Gandhi qui dit que l'exemple, c'est le seul moyen de convaincre. Li ma leen di wax maa leen ciy jiitu. Je crois que ça, c'est quelque chose de fondamental. Trop souvent, nous oublions que l'éducation, avant tout, est synonyme d'enseignement et non de punition. Pourquoi s'étonner que nos enfants pensent à se dédouaner, à se déresponsabiliser plutôt qu'à chercher des solutions pour régler des problèmes qu'ils rencontrent? Nous les avons habitués à la punition en réponse à leur comportement inapproprié plutôt que de trouver des moyens de les régler ou de faire amende honorable. On a un terrible problème d'éducation, système d'éducation. Aujourd'hui, au nom de l'enfant, on ne le punit pas, au nom de ceci ou cela. Vous avez des élèves maintenant qui agressent leur maître. Mais aussi, le modèle d'éducateur qu'on avait dans le temps, on ne l'a plus. Avant, on craignait son maître. Aujourd'hui, on l'a tellement démystifié. Donc, je crois qu'il y a là un problème assez sérieux. L'éducation consiste à comprendre l'enfant
et ce qu'il est sans lui imposer l'image de ce que nous pensons qu'il devrait être. Je crois que là aussi, c'est quelque chose d'assez fondamental. Un adulte créatif, c'est un enfant qui a survécu, ça c'est une belle image. Chaque enfant est un artiste, le problème c'est de rester artiste lorsqu'on grandit, disait Pablo Picasso. Alors, les connaissances et l'expérience ont dans un effet non créatif un effet stérilisant et sur l'imagination. Là, en général, quand vous êtes convaincu que vous savez, que vous en savez plus que tout le monde, évidemment, vous n'êtes pas un terrain favorable à l'imagination. C'est ce qui est arrivé à la première génération de nos ingénieurs agronomes. Quand ils se sont présentés chez les paysans pour leur dire « on va améliorer votre production agricole, il faut espacer ceci, il faut mettre la graine, il faut mettre tel engrais », souvent, ils se sont vus renvoyer à leur tablette. Donc, ça a été un terrain d'incompréhension. Disait ce qu'ils oublient ou ce qu'ils apprennent vaut-il. Elle enlève la connaissance antérieure. Ce que nous pensons déjà connaître qui nous empêche souvent d'apprendre. La vraie méthode de la connaissance, c'est l'expérience. Les échecs font partie. Si tu n'as jamais échoué, tu n'as jamais appris. Si tu n'apprends jamais, tu ne changeras jamais. L'entrepreneuriat, avoir un échec, ce n'est pas un échec. C'est au moins accumuler, ajouter une expérience à d'autres. Je crois que ça, c'est fondamental. L'expérience est un professeur cruel qui vous fait passer l'examen avant de vous avoir expliqué la leçon. L'expérience est une bougie qui n'éclaire que celui qui la porte. Donc, il faut avoir fait l'expérience. L'expérience, c'est ce qui nous permet de reconnaître une erreur quand nous la recommençons. La peur de se tromper, cette peur liée à cette crainte de nouveauté, imaginer, créer, c'est toujours prendre le risque de commettre une erreur. On nous a habitués à craindre l'erreur. Il est beaucoup plus facile d'imiter, bien des entreprises se contentent de cela, d'appliquer des routines et de laisser aller à l'habitude que de mettre en œuvre des innovations. C'est rassurant, l'univers du maintien de l'état des choses. Prendre le risque de vouloir les changer, c'est prendre le risque de se tromper. La peur de se tromper et la perte qui nous informe dans le château de la médiocrité, et la porte qui nous enferme dans le château de la médiocrité. Si nous parvenons à la vaincre, nous faisons un pas décisif vers notre liberté. Je crois que ça aussi, c'est une belle expression de justement la peur de se tromper, les limites dans lesquelles elle nous met. Se tromper de chemin nous permet parfois d'en découvrir de bien meilleurs. Trop penser à ce que les autres pensent de nous risque de changer ce que nous pensons de nous-mêmes. Toujours être soi-même, exprimez-vous, ayez foi en vous-même, ne cherchez pas à imiter la personnalité d'une autre personne à succès, Bruce Lee. Soyez toujours vous-même. N'imitez rien ni personne, un lion qui copie un lion devient un singe, disait Victor Hugo. Alors la peur d'être jugé qui est liée à la peur aussi de se tromper, chacun de nous, consciemment ou inconsciemment, s'est créé une image et cette image, nous la chérissons, nous la polissons, nous la voyons avec joie se refléter dans le regard d'autrui. Donc en réalité, nous avons souvent des statuts. Nous nous forgeons des personnalités. Et nous nous installons, nous sommes prisonniers de ces personnalités. Cette image, nous la chérissons, nous la polissons. Voyez, les hommes d'État africains, certains sont devenus des demi-dieux. Mais parce que aussi, on les installe dans cet univers. Et souvent, quand on vous installe dans cet univers, vous finissez par vous installer dans cet univers qui devient un univers stérile. Un maître d'école, dans sa classe, dit à ses élèves qui peut faire une phrase avec le mot savant ou qui connaît des savants. Un élève se rêve. Einstein est un savant. Très bien.
Cheikh Anta Diop est un savant. Très bien. Un autre qui se lève. Le maître est un savant. Non, tais-toi, crétin. L'élève se lève, têtu. Monsieur, quand je venais ici, je ne savais ni lire ni écrire. Maintenant que je sais lire et écrire, le maître est un savant. Il dit, répétez tous. Monsieur Tal, Oui. En fait, j'ai un certain nombre de questions, mais avec le temps, je pense que je vais les noter et vous les répondre. Allez-y, on va faire l'effort. D'accord. Il y a M. Mor Ndao qui demande c'est quoi la différence entre leadership, manager et dirigeant. Oh. D'accord, celle-là, on la note pour Oui. peut-être demain. Hein, c'est 3 choses différentes, mais il vaut mieux les préciser. Parfois, on peut trouver une fusion, mais ça peut prendre du temps. Donc, on peut noter et demain, j'y répondrai en commençant. D'accord. Et l'autre question, il y a M. Urbain qui demande est-ce que le leadership est assimilable au pouvoir? Leadership, on a dit que le leader, ce n'est pas une position de pouvoir. Mais celui qui a beaucoup réfléchi sur la notion de pouvoir s'appelle Machiavel. Et Machiavel, en fait, c'est un monstre du pouvoir. Souvent, il va utiliser donc le leadership d'autorité, mais aussi le leadership conciliant. Quand je suis président de la République, je ne prie même pas chez moi. Quand je viens, je m'agenouiller devant le grand marabout. Quelque part, il y a un jeu qui s'assimile à un jeu de pouvoir. On transfère à l'autre, en fait, un pouvoir, mais parfois c'est un jeu. Le leadership, comme le pouvoir, peuvent être honnêtes, sincères, mais aussi la volonté de pouvoir en général amène souvent à manipuler. Mais je crois que je vais approfondir peut-être aussi demain. Le pouvoir amène souvent à manipuler. Hein? Machiavel, ce qu'il a enseigné aux hommes de pouvoir, c'est de savoir mentir, c'est de ne pas respecter les engagements. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble de règles qui sont là, qui font le pouvoir. L'homme de pouvoir n'est pas un homme d'éthique. Ce n'est pas un homme d'honneur. Il regarde une situation et il s'adapte par cette situation pour la dominer. Il faut mentir, il faut tricher, il le fera. Hein? Donc je crois que, bon, il y a quelques nuances, mais je note toujours. Allez-y. Bon, le reste, ce sont des compliments. Merci. D'accord. Maintenant, il faut envoyer les enveloppes pour les compliments. Donc, la peur d'être jugé, bon. Redouter l'échec, c'est redouter le ridicule. Il n'y a rien de plus mesquin. Aller de l'avant, c'est justement ne pas craindre de devenir la risée des semblables. Je crois que là aussi, c'est toujours pour conforter. Ne laisse jamais juger ta vie et tes choix, car personne n'a traversé tes douleurs et tes choix, et encore moins tes peines. Là aussi, c'est un avis. Hein? Oublie toutes les raisons pour lesquelles cela ne fonctionnera pas et crois en la seule raison pour laquelle cela fonctionnera. Quoi que tu fasses, tu seras toujours jugé. Donc, vis ta vie. Ça, c'est un problème. C'est un reflet, c'est aussi une prison, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. À chaque instant, nous nous efforçons de nous conformer à cette image que nous voulons donner aux autres. L'esprit de critique, toute suggestion, toute expérimentation, toute preuve présentera un caractère de nouveauté est accueilli avec scepticisme ou ironie, et se montrer brillant consistera à démolir ce qui nous est présenté et nous surprend parce que cela ne rentre pas dans notre cadre de pensée habituel. Tout à l'heure, on parlait de capacité d'écoute. Hein? Mets un peu d'écoute sur tes paroles, mais surtout, toute ton attention sur tes actes. L'esprit de compétition, c'est aussi quelque chose que l'école installe en nous, que la vie installe en nous. Ce n'est pas le meilleur moyen aussi de créer un environnement propice à la créativité. La créativité est indissociable de l'esprit de compétition. J'ai l'esprit de la concurrence et de la compétition, alors j'avoue être le combattant de ma réussite.
Garde l'esprit ouvert si tu ne veux pas qu'on te l'ouvre pour toi. Quand l'esprit dit abandonne, l'espoir chuchote, et c'est encore une fois, je crois que là aussi c'est quelque chose. La hiérarchie et la rigidité des structures, on parlait de leadership, hiérarchie. La hiérarchie, c'est une minorité qui commande, une grande majorité qui obéit. C'est aussi un terrain assez stérile. Quelqu'un d'entre nous a dit d'ailleurs, il faut peut-être aussi entrer en relation avec le planton, avec l'employé, avec l'ouvrier, parce que souvent aussi ça nous ouvre des horizons. Si le temps nous est donné, on peut donner des exemples où ça peut être. Le refus de se remettre en cause, c'est difficile de se remettre en cause aussi, parce que assez souvent ça touche notre ego, donc je crois qu'il y a là quelque part un problème. Peter, dans une hiérarchie tout employé, a tendance à s'élever au niveau de son seuil d'incompétence. Bon, ça c'est un grand enseignement en termes de management, peut-être qu'on y reviendra. La hiérarchie, c'est comme une étagère, plus c'est haut, plus c'est inutile, disait Coluche. Pour gravir un échelon dans la hiérarchie, il faut savoir passer par l'escalier de service. Le principal fléau de l'humanité n'est pas l'ignorance, car l'ignorant a souvent des excuses, mais le refus de savoir. Bon. On ne refuse pas toujours ce que l'on n'accepte pas, mais on se refuse toujours à l'occasion de comprendre. Une personne optimiste ne refuse pas de voir le côté négatif des choses, elle refuse de s'attacher dessus. Je crois que tout ça, c'est des choses sur lesquelles je reviendrai. On peut les traduire en termes de management. Le goût de la logique et le refus du rêve. Bon, c'est que nous sommes dans un monde de réel, comme disent les enfants, fi kek la nen du fi bondé. Donc à la limite, il n'y a pas place pour les rêveurs. Les rêveurs n'y ont pas leur place, ils perdent du temps et font perdre de l'argent aux autres. Le seul moyen de vaincre nos craintes et nos doutes, c'est en agissant, car l'action alimente notre confiance. Crois en tes rêves, ils se réaliseront peut-être. Crois en toi, ils se réaliseront sûrement. La difficulté à penser et à généraliser par abstraction, bon là on se fait du spleen et de l'idéal, les fleurs du mal. Heureux celui qui peut d'une aile vigoureuse s'élancer vers les champs lumineux et sereins. Celui dont les pensées, comme des alouettes vers les cieux du matin, prennent un libre essor qui plane sur la vie et comprend sans effort le langage des fleurs et des choses muettes. C'est simplement une évasion pour dire, soyons au-dessus des choses. Nous aurons une meilleure clairvoyance des choses. C'est Baudelaire qui le dit dans le spleen et dans les fleurs du mal. Alors, je termine par l'éducation toujours. Nous avons dit que l'éducation est un des freins les plus puissants. Je terminerai par l'éducation. Est-ce que certains d'entre vous, je ne sais pas, à force de génération, la cigale et la fourmi, ça vous dit quelque chose? Qui peut nous rester ça? Allez-y. Que dit là? Non? Ah, on donne-lui le micro. La cigale ayant chanté tout l'été. Cher ami. Bonjour. Bonjour. Donc c'était une récitation à l'école primaire. Donc la cigale qui... On va voir si vous avez été un bon élève. Allez-y, la cigale. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue. Quand la biche fut venue, pas un seul morceau de viande, elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, lui priant de lui prêter à manger et elle va lui payer l'été prochain. Donc la fourmi lui a demandé qu'est-ce qu'il faisait, donc elle disait que je chantais. Elle dit maintenant vous chantez et maintenant dansez. Quel est l'enseignement qu'on peut en tirer? Bon. Qu'est-ce qu'il faut être, cigale ou fourmi? Il faut être une fourmi, bien sûr. Il faut être une fourmi, pourquoi? Parce que la fourmi, elle n'a pas entendu la famine, elle n'a pas entendu la famine pour commencer à travailler. Donc là, on est en train de chanter la valeur travail. Oui. Maintenant, chanter, ça veut dire qu'aujourd'hui, chanter, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Youssou N'Dour, qu'est-ce que vous en faites? C'est un modèle d'entrepreneuriat pourtant. Bien sûr. Donc notre système d'enseignement est en train, évidemment, de condamner une réussite comme celle de Youssou N'Dour.
Qu'est-ce que vous faites de El Hadj Diouf, le football? Sadio Mané. J'ai une tante là qui me disait, mais Hassan dama ko doon tere football waaye bi ma gisee ñu ne xale bii Mané 160 millions lay fay par semaine léegi jëndal naa ko ballon wutal ko godaas. Je continue. Impression d'un cadre américain sur l'école française tirée de la fable La cigale et la fourmi. J'ai découvert cette fable parce que mon fils avait à faire une dissertation sur le sujet suivant. Qui avait raison, la cigale ou la fourmi? Remarquez-le, c'est une habitude bien française, qui consiste à penser que si quelqu'un a raison, l'autre a tort. Pour les Français, la vérité est unique, elle est toujours logique. On peut la concevoir par le raisonnement, un raisonnement abstrait qui permet de décider que la cigale ou la fourmi a raison. Voilà de bien mauvaises habitudes à donner à ses enfants. Passons donc, qui a raison, la cigale ou la fourmi? Je me suis penché sur le problème avec ma pauvre culture américaine. J'ai vu une cigale qui manifestement savait admirablement chanter. Quand elle chantait, elle attirait les foules. Évidemment, ce n'était pas un très bon homme d'affaires. La fourmi, elle, était tout le contraire, c'est un banquier de tout premier ordre. Aucun doute là-dessus. Ma conclusion a été, si les deux étaient américains, ils s'associeraient et donneraient une entreprise de show business qui aurait peut-être donné Michael Jackson. Who is bad? Donc, vous voyez que notre système éducatif nous enseigne, et ça ne s'arrête pas là, un ensemble de modèles qui nous détournent de l'entrepreneuriat. Et j'ai, avec l'INEAD, fait l'audit des manuels scolaires. Les manuels scolaires enseignent un ensemble de comportements qui sont tout à fait donc, à l'antipode du comportement de l'entrepreneur. Et dans bien des pays aujourd'hui, moi je suis... Ça c'est quelque chose de fondamental. Il m'était impossible de décider qu'un a raison ou l'autre a tort. Chacun a ses qualités, son originalité et son génie particulier, voilà tout. Par contre, j'ai été extrêmement frappé que Jules Verne ne soit pas au programme. Cet auteur absolument célèbre, connu dans le monde entier, qui a si admirablement glorifié le goût du risque, l'esprit d'aventure, l'esprit d'entreprise, le progrès, l'imagination et toutes ces qualités qui, chez nous, nous ont permis de faire IBM et General Motors. Cet homme digeste, n'est pas lu dans les lycées, ne croyez-vous pas que c'est dommage? C'est ça l'invitation à la créativité. Je vais quand même vous donner quelques techniques de créativité avant de terminer. Il y a ce qu'on appelle la matrice de découverte. On va la voir tout de suite. Alors, matrice de découverte. Là, sur l'horizontale, oui, vous voulez poser une question? Juste laissez-moi terminer ça après une chose, dès que je termine. Ici, en horizontal, on a télévision, montre, radio, agenda, caméra. Ici, vous avez le téléphone, l'ancien téléphone, que certains d'entre vous ne connaissent même pas. Quand vous dites téléphone et télévision, la rencontre, téléphone et montre, téléphone et radio, téléphone et agenda, téléphone et caméra, ça donne smartphone. Donc, il y a une combinaison de fonctions dans un produit. Ça, l'analyse combinatoire, la matrice de découverte, c'est une technique en associant des images ou des fonctions ou des matériaux, on arrive justement à se mettre dans une dynamique d'interrogation pour aller vers des produits nouveaux. Ce smartphone créé, j'arrive là, quand vous mettez smartphone et banque, paiement électronique, service. Supermarché, achat en ligne. Boussole, géolocalisation. Prière, direction de la Kaaba ou même les heures de prière. Et livre, vous avez une bibliothèque électronique. Donc ça vous montre, en fait, des techniques qu'on utilise. Maintenant, probablement avant de terminer, je vous donnerai un ensemble de références bibliographiques parce que c'est des techniques qui ont cours et qui aujourd'hui donc sont très utilisées dans la quête donc d'une meilleure créativité et d'une meilleure compétitivité.
Ensuite, oui, il y a ce qu'on appelle le concassage. Bon, c'est une technique qui dit quoi? C'est-à-dire qu'on prend un produit, on prend ses attributs, et là, on prend les caractéristiques du produit, hein? On prend les besoins qu'on veut satisfaire, on prend le mode d'utilisation. Alors, et là maintenant, on augmente. Si on augmente le volume, qu'est-ce que ça donne? Si on augmente le poids, qu'est-ce que ça donne? Si on change l'emballage, qu'est-ce que ça donne? Si on peut avoir un autre usage, mais c'est un autre usage aussi. Souvent, les produits sont faits pour un usage, on leur donne un autre usage. Je suis allé l'autre jour chez un ami, sa fille se trouve donc à Miami, et on devait baptiser son enfant. Et puis, à un certain moment, je dis, vois l'imam qui prend son téléphone. Jëlal téléphone bi nga dëpp ko ci nopp xale bi liir bi waaw waxal da ngay nodd waaw soo paree nga tudd turam. Je dis mais voilà que le téléphone on a prévu pour chose mais on n'avait pas prévu pour des cérémonies religieuses à distance. Bon, ce qui veut dire que la fonction que vous donnez, d'autres peuvent lui donner une fonction. Donc le système de concassage, on augmente certaines fonctions, on les diminue, on peut avoir un produit réduit. On combine, bon ici vous avez vu un couteau qui combine fourchette, couteau et tout ça, et on peut inverser la fonction. Donc on peut modifier aussi, on peut sensualiser, donner un côté plus sensuel. C'est donc des techniques qu'on utilise pour aller dans le sens donc d'une meilleure créativité. Bon, là on les survole. Reprenez quand même ces documents-là, lisez-les, regardez, posez des questions. Je vous donnerai maintenant des références. J'en suis à vous pour la question. Oui, bonjour, je m'appelle Mohamedou Cissé. Et voilà, c'est par rapport à tout à l'heure, vous parlez de la créativité. J'ai vu des gens qui évoquent l'éducation, ne pas avoir peur de l'échec. Mais moi, je me dis que tout cela aussi, on peut en rajouter que ne pas dépendre de personne. On peut saisir les opportunités, mais aussi avoir cet esprit-là de n'attendre rien de personne. C'est-à-dire quand on attend, c'est toujours... Si vous êtes dans un secteur, tout à l'heure on l'a vu, Serigne est nutritionniste, il a donc enrichi le projet de notre ami pour dire attention, il y a des valeurs nutritives qui sont telles qui peuvent enrichir. Il a confiance en soi. Ça veut dire que chaque décision qui le fera changer donc de cap, il prendra le soin de le vérifier. C'est en sachant qu'il décidera de changer de cap. Mais tant qu'il est sûr de son propos, il restera donc dans cette direction-là. On va se quitter sur cet enseignement plein de bon sens.